Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible, disait Saint-Exupéry. Avec Connecting Leaders, je pars à la rencontre de personnalités inspirantes et je mets en lumière leur business, leur audace, leur succès. Bonjour, je suis Simonie Devec. J'accompagne des dirigeantes et dirigeants d'entreprises en forte croissance pour faire rayonner leur business. Mon expérience en tant que business partner finance et RH, aux côtés de dirigeants en environnement tech, start-up, multiculturel, mais aussi mon engagement au sein du board de l'ONG internationale Passerelle Numérique, m'ont permis de voir à quel point le leadership, c'est avant tout de l'action, de l'ambition, mais surtout des relations, des connexions humaines, socle de tout. Bref, l'importance d'être bien entouré dès le départ. Mon objectif est de partager le parcours passionnant de mes invités, leur état d'esprit, leur moteur, leur challenge et leur succès, afin d'inspirer celles et ceux qui construisent le leur. Belle écoute! Bonjour, je reçois aujourd'hui Sébastien Caron, fondateur de Mapster, une application qui permet d'enregistrer ses lieux favoris sur une carte et de les partager avec son entourage, une sorte de Spotify de nos lieux préférés. Nous sommes revenus sur ce qui était au début, pour Sébastien, un besoin, partager ses lieux préférés avec ses proches. Et 7 ans après, Mapster, une entreprise d'une dizaine de personnes, une application utilisée par plus de 3 millions d'utilisateurs. Hasard du calendrier, j'ai eu la chance de participer à un dîner Mapster à Lyon, la veille de l'enregistrement de cet épisode, où Sébastien avait réuni 8 utilisateurs Mapster. Hyper sympa et l'occasion d'échanger sur l'appli. Merci Sébastien pour ton partage et tous ces échanges. Belle écoute! Hello Sébastien, je suis ravie de te recevoir sur mon podcast Connecting Leaders. Donc on enregistre à Lyon parce que tu es de passage pour l'événement OH7. Et également, tu as organisé un dîner Mapster, Dinster, auquel j'ai été conviée avec 7 autres utilisateurs, enfin utilisatrices. En l'occurrence, utilisatrices, tout voilà, à fait. Tirés au sort, donc on va en parler après. Donc est-ce que tout d'abord, tu peux te présenter sous l'angle que tu souhaites? Alors déjà, bonjour. Ravi d'être avec toi. Et question dure. Me présenter sous l'angle que je souhaite. Ouais, je suis Sébastien. J'adore explorer tout ce qu'il y a autour de moi, découvrir des nouveaux lieux, découvrir des nouvelles personnes. Et du coup, j'ai monté un outil qui permet de le faire. Et j'ai monté Mapster parce que j'avais besoin de cet outil-là. Et donc, du coup, je me suis retrouvé fondateur et CEO de Mapster. J'allais dire un peu sans le vouloir, mais on en reparlera sûrement. Mais voilà, en gros, je suis quelqu'un qui kiffe vivre et qui kiffe ma vie en tant que fondateur de Mapster. Et voilà, découvrir Lyon, découvrir les utilisateurs d'hier soir, c'est juste extraordinaire. Donc Mapster, la boîte de ta vie, enfin, peut-être ouais, d'autres, alors, jamais. En tout cas, de ma vie actuelle, ça c'est sûr. C'est, on va dire que c'est ma première vraie boîte. Okay. J'ai fait un... Quand tu fais des crêpes, la première est toujours foirée. Oui. Voilà, moi j'en avais fait une toute petite juste avant. Parce qu'encore une fois, je voulais pas monter Mapster. Et donc, j'y avais même pas pensé en termes de boîte. Et donc, j'étais en train de monter une boîte quand Mapster m'est tombé dessus. On va dire ça comme ça. Techniquement, c'est la deuxième, mais en vrai, c'est la première. Et quand tu dis que c'était tombé dessus, c'est que c'était un projet, c'est ça, un side project à la base? Ouais, c'était même plus qu'un side. Enfin, c'était un besoin. C'était même pas un project au départ. C'était juste un besoin et cette espèce de frustration de ne pas comprendre pourquoi ça n'existe pas. Et ça, je te parle de ça donc il y a plusieurs années parce que j'ai monté Mapster, c'était en 2015 et j'en parlais encore hier avec différentes personnes qu'on est en 2023 et qu'il y a encore des gens qui aujourd'hui enregistrent les adresses dont on parle, parce que c'est ça Mapster, enregistrent les adresses dont les potes leur parlent en disant tiens, t'as essayé cet hôtel, tu devrais tester ce bar, ce resto, etc., etc. Et les gens continuent à utiliser les notes de l'iPhone en 2023. Ouais. C'est quand même un truc complètement surréaliste. Et donc moi, à l'époque, déjà en 2015, ça me frustrait et je me disais, j'ai cherché franchement pendant des mois des applis pour le faire parce que je n'avais aucune intention de le faire moi. Je crois qu'à l'époque, j'avais même pas d'iPhone. Et au bout d'un moment, j'ai craqué en me disant non, mais ok, il y en a marre, il faut le faire. Donc ça, c'était en 2015. Ça, c'était en 2015, ouais. 2014, 2015. Et c'était avec aucune volonté à la base d'en faire une start-up. C'est juste que je voulais l'appli. Et donc, j'ai créé l'appli d'abord pour moi. Très vite, en faisant des tests utilisateurs ou autres, je me suis aperçu que, ok, c'était peut-être pas que moi, il y avait quand même une vraie adhésion autour du truc. Donc, je me suis dit, ok, je me lance, ça vaut le coup de me lancer. Et je l'ai lancé comme ça, mais au début, vraiment, voilà, très naïvement. C'est ce que je dis toujours un peu en marrant, mais c'est vrai, hein, je pensais que c'était une carte avec des points et que du coup, en 3 mois, ça serait réglé.
La mission de Mapster, c'est de pousser les gens et d'aider les gens à explorer le monde autour d'eux. Tu vois, je pense toujours cette comparaison-là. C'est comme quand tu veux choisir un film, tu arrives sur Netflix ou autre, tu as 150, je sais pas combien de films qui sont devant toi, tu n'as aucune idée duquel tu veux regarder. Et si tu n'as pas de reco, tu as presque tendance à aller re-regarder un film que tu as déjà vu en disant, ah bah au moins je vais pas être déçu, plutôt que d'en essayer un nouveau où tu n'as aucune info dessus. Et en fait, c'est un peu la même chose sur les lieux. C'est-à-dire que quand tu es dans un quartier, que autour de toi, tu as 150 cafés, bars, restos, etc., et que tu n'as pas trop d'avis sur les lieux, bah, tu as tendance à retourner dans le resto que tu aimes bien, parce qu'au moins tu sais que tu vas pas être déçu, plutôt que d'aller en essayer un autre. Et c'est pas je vais être un peu violent, mais c'est pas les avis anonymes et truqués qui sont sur Google Maps ou sur TripAdvisor, où en fait, tu as le Texan du coin qui a dit la semaine dernière qu'il n'avait pas aimé la salade. Ouais, trop cool. Ça me donne aucune opinion. Pareil, on pourra en reparler, mais aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de boîtes d'optimisation des avis Google. Donc, les avis Google montent au fur et à mesure. Et maintenant, tu as plein de restos qui sont à 4,6, 4,7, 4,8 avec des centaines et des centaines de notes. Et quand tu lis un peu, tu t'aperçois que c'est soit des achetés, soit de l'intelligence artificielle, soit juste parce qu'ils ont trié. Donc, ils ont demandé que aux gens satisfaits de mettre des avis. Enfin, le truc est complètement biaisé à la base. Donc c'était vraiment la mission de Mapster, c'est de prendre le contre-pied de ça. On se définit parfois comme des anti-TripAdvisor en disant il faut que sur une appli, je puisse enregistrer toutes les adresses où je veux aller, toutes les adresses que j'ai aimées et où je veux retourner, et pour pouvoir ensuite les partager avec mes amis, avec ceux en qui j'ai confiance, pour aussi retrouver leurs recommandations à eux. Et donc en fait, c'est au lieu d'aller regarder des avis de gens que je ne connais pas, sur Mapster, je vais me constituer mon petit réseau de trustful recommendations en anglais, de recommandations de confiance, c'est-à-dire que je vais avoir mes 5-10 amis que je connais vraiment bien, les quelques influenceurs que je connais, que j'aime bien, ou avec lesquels je m'identifie, les médias, les magazines qui me parlent, le Time Out, le L à table. Potentiellement, je vais acheter un guide Petit Futé parce que je vais partir au Japon, donc je vais prendre mon guide Petit Futé sur Mapster directement. En fait, je me constitue mon nuage de confiance et c'est eux qui vont me fournir mes adresses. Voilà. Donc en fait, c'est ça Mapster, c'est de la reco d'adresses entre amis. Et nous, on le compare, on dit c'est un Spotify des lieux. Donc, en disant que tu crées ta playlist de lieux, et comme sur Spotify, tu vas suivre quelques playlists de tes potes, quelques playlists de DJ ou de marques, et tu vas te faire ton petit monde musical comme ça. Bah, nous, c'est notre petit monde de lieux. Et donc, tu as commencé seul? C'est toi qui as créé l'appli ou... Alors, la toute première version bêta, je l'ai créée avec, je crois qu'il y avait un stagiaire au tout début et j'ai embauché quand même un développeur assez vite. Mais on l'a créé voilà, tous ensemble et effectivement j'avais mis la Donc, tu as main des à la pâte. compétences dev? Je les ai. Ouais, alors j'ai toujours codé un petit peu, mais j'ai surtout appris pour Mapster. Non, c'était pas vraiment prévu que je code autant, mais ok. Pour Mapster, mais c'est que voilà, pour Mapster, au tout début, je me suis fait avoir, j'ai pas embauché les bonnes personnes, notamment parce que j'y connaissais rien. Et donc, du coup, je me suis formé sur le tas. En plus, j'avais pas les moyens d'embaucher plein de gens. Donc, il fallait bien que je mette la main à la pâte. Puis, au fur et à mesure de l'épopée de Mapster, j'ai continué à faire ça. J'ai arrêté de coder l'appli et je suis passé sur le serveur. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui suis le responsable serveur. J'ai réappris à coder et surtout, j'ai appris à coder de façon plus professionnelle et beaucoup moins juste amateur comme ça sur mon ordi, quoi. Et c'est quoi pas le scale, mais la transformation entre le projet, comme tu disais bêta, à la boîte, quoi? Ça a été très, je vais pas dire linéaire, c'est pas le mot, mais très fluide. Et il n'y a pas eu, tu vois, genre une cassure. On a eu évidemment des espèces de gros pics d'un coup, de download, de gens qui arrivent, avec des mises en avant Apple, avec quelques médias qui ont fait des articles de dingue, etc. etc. Mais ça, mine de rien, était assez progressive. C'est vraiment ce truc d'un coup, les gens se sont aperçus qu'on existait, et notamment la presse. Et comme il y avait cette frustration avant, il y a eu vraiment ce truc de waouh, il y a enfin une appli qui fait ça. Et du coup, c'est vrai que ça a fait un effet bouche à oreille assez explosif. Et ça, c'était quand? Et ça, c'était assez vite. Hein, c'était Dans à peine l'année, un an après, à peu près. Non, on a mis 6-7 mois à sortir de la bêta, si ma mémoire est bonne. Et c'est à partir du moment où on est sorti de la bêta que là, ça a commencé à bien décoller. Et je vais dire 1 an après le lancement, c'est là où ça a commencé vraiment à exploser, quoi. Mais tu vois, on avait quand même déjà 50 000 utilisateurs 1 an à la sortie de la bêta, un truc comme ça. Donc ça avait déjà pas mal bougé. Votre business model, c'est quoi? Il y en a 2. C'est toujours un peu compliqué. En fait, il y en a un qui nous est tombé dessus, qu'on n'avait pas prévu. Et il y en a un qu'on voulait faire depuis le début et qui est celui qu'on est en train de développer maintenant, qu'on a envie de développer dans le futur. Celui qui nous est tombé dessus, qui est très marrant, c'est qu'en fait, très vite, il y a des marques qui sont venues nous voir en nous disant j'ai envie de utiliser une carte Mapster dans le cadre de mon storytelling.
pour mon content marketing, pour raconter une histoire. Et c'est vrai qu'il y a plein de marques qui ont su faire ça de façon très intelligente. Dans quel secteur, quelle industrie? Un peu tout. Alors, ça peut être du tourisme, ça peut être de l'événementiel. On bosse avec la mairie de Paris pour faire la Nuit Blanche, là, qui aura lieu en juin. Et donc, on est la carte officielle de la Nuit Blanche. Là, on va bosser avec le festival Wheel of Green, pareil. Et du coup, on a créé la carte de tous les gens qui viennent faire de la food à Wheel of Green pour pouvoir les retrouver ensuite en dehors du festival. Vous pourrez retourner voir où étaient les différentes personnes qu'on a découvertes via le festival. Donc, ce qui est très cool. Donc, on a beaucoup d'événements, on bosse avec des offices du tourisme et on bosse aussi avec des marques. Par exemple, beaucoup de marques d'alcool qu'on fait. Je crois que c'est Pernod Ricard qui a fait la carte des petits bistrots de quartier, ce qui est super sympa. La Française des Jeux qui a fait une carte de tous les bars PMU où il y a eu des gagnants de plus de 100 000 euros avec la petite histoire du gagnant. Il y a plein de cartes comme ça qui ont des thèmes pour raconter une histoire. Donc, on a fait aussi avec Appen, avec qui j'ai parlé à la conférence hier. On a fait la carte des lieux, tu vois, les plus ajoutés pour les lieux préférés des Français pour dater. Ce genre de choses-là. Donc, voilà, ça, c'est le premier business. Et le deuxième, donc ça, on ne l'avait pas prévu. Et le deuxième qu'on a prévu, qui est notre vrai cœur de métier, c'est que quand tu utilises Mapster en tant qu'utilisateur, tu ajoutes un lieu à ta carte parce que tu en as entendu parler et que tu veux y aller, ou parce que tu y es allé une première fois, tu as aimé et tu veux y retourner potentiellement avec des amis. Donc, dans les deux cas, d'une certaine manière, tu es du chiffre d'affaires futur pour le lieu, du chiffre d'affaires en attente, parce que tu as une intention très forte d'y aller. Et en fait, le lieu, on veut lui offrir la capacité de parler aux gens qui les ont ajoutés sur leur carte Mapster pour leur donner tu vois, la dernière petite pichenette pour les faire venir. Parce qu'il va dire qu'il a un nouveau chef, qu'il a ouvert la terrasse, qu'il y a un événement jeudi soir, qu'il fait brunch le samedi, que est-ce que tu sais qu'on fait de la livraison. Et au lieu de parler comme ça de façon un peu violente en faisant de la pub sur Insta ou sur Google, qui équivaut à sortir dans la rue pour dire hey, j'ai les plus belles pizzas du quartier, bah en fait on lui dit fais d'abord rentrer la file d'attente virtuelle de gens qui sont sur Mapster avant de chercher à communiquer à des gens que tu ne connais pas. Et au lieu d'aller chercher des likes sur Instagram, donc des gens qui aiment tes photos, va plutôt chercher des clients avec des gens qui ont déjà dit qu'ils veulent venir chez toi sur Mapster. En fait, on invente une nouvelle façon de communiquer pour les lieux où ils peuvent parler à des gens extrêmement ciblés qui sont déjà intéressés par venir chez eux. Donc c'est ça le vrai business qu'on a et qui est en ligne avec notre mission, qui est de dire, nous, notre job, c'est pas que les gens ils passent des heures sur leur téléphone ou qu'ils enregistrent le plus de lieux possible sur leur carte, c'est qu'ils aillent dans ces lieux. Notre business model est aligné avec notre mission, ce qui pour nous est super important. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes combien dans l'équipe? On est ridiculement petit, on est 8, alors ça bouge vite, alors si je compte les derniers stagiaires, je crois qu'on est peut-être à 10. D'accord. Donc 2015, 8 ans quand même d'existence? Ouais. C'est beaucoup, c'est vieux beaucoup. Pour une start-up. Ouais, non, c'est vieux. Alors après, on s'est pris 2 ans dans la figure avec le Covid, où nous, on ne fait pas partie des startups qui ont profité du Covid, parce que en lockdown, en confinement, ou quand les restos sont fermés et que les voyages sont fermés, bizarrement, tu n'enregistres pas beaucoup de trucs sur ta carte. Déjà, on a perdu 95% des utilisateurs, donc ce qui fait mal, ce qui fait très 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 mal. Donc ça veut dire qu'à la fin du Covid, il faut quasiment repartir de zéro, ce qui est assez dingue. Et non, en fait, on en a profité, nous, pour remettre un peu tout à plat. On a cassé beaucoup de trucs dans l'appli exprès pour repartir sur des nouveaux designs, repartir sur des nouvelles bases. On a un peu profité du fait qu'il y avait 8 personnes qui regardaient l'appli pour faire des trucs moches et faire des tests. Et ce qui est extraordinaire, et c'est ça, je trouve, la plus belle histoire de Mapster, c'est que quand les gens commencent à ajouter des lieux dans leur appli, on devient vraiment, j'allais dire, leur compagnon de vie. C'est-à-dire qu'on est leur mémoire de tous les lieux, on est quasi indispensable dans leur vie de tous les jours. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin du Covid, quand le truc c'est vraiment fini, que les frontières ont été réouvertes, que les restos ont réouvert, tout le monde est revenu. Et ça, dans l'histoire des applis mobiles, il faut savoir qu'une appli qui n'est pas utilisée pendant 3 semaines, un mois, les gens ils l'oublient et ils passent complètement à autre chose. Nous, on n'a pas été utilisé quasiment pendant 2 ans, en tout cas pendant 1 an et demi, et pourtant, tout le monde est revenu derrière. Et genre 2 mois après le premier été post-Covid, on battait les records avant Covid. Ils nous avaient pas oubliés, tu vois, et ils continuaient parce qu'en fait, toutes leurs adresses, toute leur vie était dans Mapster. Et donc, du coup, ils sont revenus. Et ça, c'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, combien d'utilisateurs? 3 millions. Donc ensuite, les différents confinements, ça a été aussi impactant pour vous, j'imagine, non? Il y a eu beaucoup d'impact. Alors, les users, comme je disais, donc on les a tous perdus. Et puis même après, en termes d'équipe, c'était, tu vois, ça a été un peu dur à gérer. On savait pas comment exister. On venait de recruter notamment une toute nouvelle stagiaire, Carla, qui a rejoint l'équipe depuis et qui est celle qui envoie toutes les newsletters. Et la pauvre, elle est arrivée 1 semaine avant le premier confinement, 1 semaine avant qu'on rende les bureaux. Et après, du coup, on en a profité, nous, pour devenir full remote, qui était quelque chose que moi, je voulais faire depuis pas mal de temps. Et donc, on a un peu profité du Covid pour le faire. De toute façon, on était obligé au début, hein, mais nous, on s'est dit, OK, on rend carrément les bureaux. Et
puis en fait, tout le monde a déménagé et tout le monde a quitté Paris. Ah, au début, vous étiez une équipe parisienne. Au début, ensuite, on avait des les bureaux à gens, Paris et à la fin du Covid, il n'y avait plus une seule personne à Paris. Avec un léger concours de celui qui était le plus proche de l'eau, ce qui était pas mal aussi. Ouais. Et puis du coup, effectivement, à la fin, on s'est un peu reposé la question, mais à peine, de dire est-ce qu'on reprend des bureaux. Et très vite, la conclusion, c'était non. Ça fonctionne. Et surtout, on a tellement changé de qualité de vie à vivre à Marseille, à Toulon, à Lyon, à Bordeaux. Du coup, non, on préfère notre vie maintenant et on compense de plein d'autres manières le fait qu'on est en remote, mais on adore le fait d'être en remote. Ouais. Et donc remote, ça veut dire que les gens peuvent bouger, peuvent bosser d'où ils veulent finalement. Vous n'avez Complètement, pas de règles. On a zéro règle, les gens ils font tout ce qu'ils veulent. Et des gens à l'étranger, non? On a une stagiaire ambroisine qui est à New York, mais ce qui est compliqué d'ailleurs, pour être très honnête, parce que le décalage horaire rend justement ces opérations de cohésion qu'on fait avec le reste de l'équipe plus complexes. Donc c'est un peu moins évident. Maintenant, c'était aussi important pour nous d'avoir quelqu'un qui baignait dans la culture anglaise, parce que justement le Mapster est aussi quand même très international. Donc il fallait qu'on ait cette biculture, on va dire. Et donc à l'international, Mapster, ça se passe comment? Ça se passe bien, ça se passe très bien. Non, alors il y a deux versions de l'international. Tu as le côté les utilisateurs, on va dire français ou européens, qui voyagent à l'étranger avec Mapster. Et donc ça c'est très fort et ça le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'on a la capacité effectivement de fonctionner partout dans le monde. Donc quand tu prépares un voyage en Grèce, au Japon, en Turquie, n'importe où, tu peux préparer ton voyage avec Mapster et donc du coup tu peux enregistrer à l'avance tous tes points ou ensuite faire ton souvenir de voyage et mettre tes petites photos, etc. Donc ça marche très fort. Et après il y a juste le côté où habitent nos utilisateurs. Et donc là par contre on est un peu moins bon sur l'international, on est très européen comme appli aujourd'hui, pour la simple raison qu'on est une appli on n'a jamais fait de communication, de marketing. C'est à la fois volontaire et à la fois par manque de moyens. Donc du coup on n'avait pas l'argent de faire des grosses campagnes de com'. Donc on n'a que fait de la croissance en bouche-oreille pure. Donc nous, c'est que nos utilisateurs qui parlent à d'autres utilisateurs. Et donc naturellement, la France est très fortement développée, bien sûr. L'Italie, très vite aussi. Après, c'est l'Espagne, l'Angleterre. Et du coup, c'est vrai que les pays un peu plus lointains, on va dire les US ou autres, se sont moins développés pour le moment. Même s'il y a des petites poches, notamment grâce aux expats. Parce que c'est le cas classique. Tu vas à New York, tu arrives, tu partages ta carte Mapster avec les autres expats. Donc on a des poches comme ça d'utilisateurs. Mais pour l'instant, on n'a pas encore complètement atteint la granularité qu'on a en France ailleurs. D'accord. Et en Asie, enfin plus loin, je veux dire, en Asie, en Australie. Pareil, on a des petites poches d'utilisateurs. C'est très souvent qu'on discute avec des utilisateurs qui sont australiens ou néo-zélandais, par exemple. On a une petite communauté au Japon aussi. Et donc, on a pas mal d'utilisateurs là-bas aussi. Mais pareil, parce que, en fait, c'est des pays où avoir un Mapster est indispensable. Et quand je dis un Mapster, tu vois, c'est que nous ou un concurrent, c'est que si tu n'as pas une carte où tu peux enregistrer tous tes lieux, au Japon, à Tokyo, il y a tellement de lieux de partout, et puis ça bouge vite, ça ouvre, ça ferme. Si tu n'as rien pour enregistrer les dernières ouvertures, pour te repérer le bon petit resto recommandé par... du coup, tu t'en sors pas. T'es déjà allé au Japon? Bien sûr. Ouais. Ouais, j'adore. Pareil, ouais. Tokyo, c'est magnifique. Incroyable. Enfin, c'est le petit resto au fin fond, à l'étage, je sais pas combien, au fin fond du couloir. Ou au sous-sol, là, du petit bâtiment d'habitation. En fait, au sous-sol, tu descends trois marches et là, tu as un petit resto qui a juste 5 tables. Comment tu fais pour le recommander à ton pote qui va Bien sûr, si tu n'as pas une appli comme Mapster, tu peux pas. Et comme en plus, tu as des restos où il faut être introduit, il faut y aller 2 là par 2. Du coup, si tu n'as pas une appli comme Mapster, tu peux pas. Des concurrents de Mapster? Ouais, alors. Il y en a? Oui et non. Il y en a pas vraiment. Il y a Google Maps, il y a TikTok, il y a Instagram. Des petits concurrents qui vont un peu sur notre terrain. Non, c'est pas des vrais concurrents parce que c'est pas du tout spécialisé dans le même truc. Mais c'est vrai qu'on sent qu'ils essayent et la carte qui était plus du tout à la mode il y a encore quelques années redevient à la mode. Et donc TikTok a lancé sa carte, Snap a lancé sa carte, TikTok est en train de lancer sa carte. Google Maps est en train d'essayer de redynamiser sa carte pas mal. Mais par contre, des vrais concurrents réels, on n'en a pas pour de vrai parce qu'en fait, on en a un nouveau tous les 3 jours à peu près, depuis 8 ans, ce qui est monstrueux. Mais il n'y en a aucun qui décolle. On n'en a jamais vu dépasser les 100 000 utilisateurs, grosso modo, parce qu'ils font un peu tous les mêmes erreurs. Je sais pas, ils essaient de faire des trucs bizarres, et surtout, ils sont toujours très compliqués à utiliser. Ils sont pas du tout user-friendly. Donc il y en a qui arrivent avec beaucoup d'argent, notamment les Américains, qui payent. Nous, là, en ce moment, il y en a un qui paye tous les utilisateurs. Le mec, il paye à chaque fois que tu ajoutes des adresses, il te paye. À chaque fois que tu fais venir un ami, il te paye. Et tu te dis, si tu en es là, c'est que ton produit, il est vraiment pas bon et que ça va te coûter très cher. Et donc, que tu vas pas avoir une durée de vie très longue. Mais donc voilà, donc non, pas de réel compétiteur. Alors, on a donc dîné ensemble cette semaine là, à Lyon. C'était un Dinster, donc c'est une nouvelle opération que vous avez lancée là. Tu peux nous en parler un peu des objectifs? Ouais, donc c'est le Dinster, donc c'est le dîner Mapster. En fait, il y a plein d'idées derrière, mais c'est qu'on adore
parler à nos utilisateurs parce qu'on a une appli qui est faite pour les utilisateurs et on essaie de le faire le plus possible avec les utilisateurs. Et dans l'équipe, on est tous utilisateurs nous-mêmes. Oui, c'est un prérequis, tu Ce disais. qui est un prérequis, Ouais. c'est vraiment indispensable. Et en fait, ces retours utilisateurs, c'est surtout moi qui les ai parce que je gère tout le support. Donc c'est moi qui reçois tous les emails utilisateurs. Donc il n'y a pas de service support. Il n'y a pas de chez service Nest. support. C'est 8, toi c'est qui un peu gères. compliqué. D'accord. Mais donc effectivement, c'est moi qui les gère. Et j'adore ça. Ça me prend beaucoup de temps, mais j'adore ça. Parce que ça me permet de prendre le pouls. Ça me permet vraiment d'avoir tous les ressentis. Aussi d'avoir tout le bonheur associé, parce qu'on reçoit quand même la grande majorité des emails qu'on reçoit, c'est juste des gens qui nous disent merci, c'est génial, Ah ouais. on vous Il y a adore, pas c'est mal trop de cool. love. Donc c'est juste Ouais, extraordinaire. C'est pas que des bugs. Non, c'est même D'accord. assez peu de bugs. La plupart des bugs, c'est toujours le même, quasiment. C'est oh là là, vous avez perdu toutes mes adresses, etc. J'ai perdu tout. Et on leur dit juste, bah non, reconnecte-toi, tu t'es juste trompé de compte, quoi. C'est juste que D'accord. tu as créé un deuxième compte au lieu de te connecter au vrai. Et parce qu'il y en a plein qui, tu vois, ils ont créé leur compte avec leur email, password, ils oublient, ils doivent se reconnecter. Et là, ils font Apple Connect, qui n'est pas du tout le même système. Et du coup, ça masque leur adresse email et tout. Donc, nous, on ne peut pas les reconnaître. Et du coup, ils arrivent là-dessus, ils disent, ah bah, j'ai plus d'adresse. Je dis, bah oui, normal, tu viens de créer un compte. Donc c'est assez logique. Mais bon, bref, donc non, on a très peu de bugs, mais par contre, on a plein de suggestions, on a plein de trucs comme ça. Et donc, je trouvais important de re-rencontrer nos utilisateurs. Ça faisait quelques temps qu'on leur avait pas parlé physiquement. Parce que vous aviez déjà fait ce genre d'opération. Juste des cafés, on en invite de temps en temps, tu vois, et quand on fait de la user research ou des trucs comme ça, on discute avec eux au téléphone, mais c'est pas exactement la même chose, et c'est pas en groupe. Et du coup, on a eu envie de tester ce format, de en voir plusieurs d'un coup, une petite dizaine, et pas que à Paris, d'aller rencontrer ceux de Bordeaux, de Marseille, de Lyon, de Londres et ailleurs, pour, pareil, sentir un peu la vibe, pour prendre leur retour. On a pas mal d'idées dans la roadmap, donc c'est aussi pour tester un peu les idées, voir comment ils les perçoivent. S'ils ont des trucs à nous partager comme amélioration, c'est aussi plus facile de se libérer au cours d'un dîner où il y a une émulation entre plusieurs qui vont rebondir sur ce qu'ils se disent les uns les autres que juste par un email qui va être un peu formel ou autre. Donc c'est un peu pour toutes ces raisons-là. Et aussi pour justement ce love, le partager avec les équipes. Et c'est très important que les autres membres de l'équipe puissent ressentir cette ferveur en fait de nos utilisateurs et de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est vraiment utile. Et ça apporte un vrai plus aux gens. Et donc les équipes adorent aussi rencontrer les utilisateurs. Ouais. Mais donc là, on avait à la table Jean-Philippe, qui est dev, qui est le responsable de l'appli iOS. Voilà. Donc c'était bien qu'il soit là. Lui, il rencontre quand même rarement des utilisateurs. Et donc, du coup, c'était super cool pour lui aussi tu vois, de vous rencontrer, de discuter. Et vous aussi de personnifier, tu vois, qui est derrière l'appli, de se rendre compte, bah voilà, on n'est pas une boîte avec une centaine d'ingénieurs en offshore dans un pays quelconque. Non, voilà, c'est Jean-Philippe, il est là. Et vous pouvez discuter avec lui. Et si vous avez la moindre suggestion, bah, vous nous en parlez, on vous écoute. Et en fait, de montrer que Mapster, c'est juste une boîte ultra humaine et c'est des gens qui sont derrière, quoi. Alors c'était drôle parce qu'avec des filles. Oui. Est-ce que c'est un tirage au sort, donc c'est le hasard. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est drôle. Tu nous as dit qu'il y avait les utilisateurs. La proportion de femmes est effectivement plus importante dans nos utilisateurs et surtout dans ceux qui sont les plus actifs. Il y a effectivement ce phénomène assez étrange et caricatural que la femme elle est plus organisée, elle est plus à l'affût des belles expériences, on va dire, et donc ou des expériences différentes, et donc du coup d'aller voir les nouveautés, de savoir ce qui se fait dans les restos, de changer, de pas toujours aller dans le même endroit. Alors que les mecs ont un peu plus cette tendance, j'allais dire, à suivre. Ouais, à suivre et à retourner toujours dans le même. Tu vois, de pas trop se poser la question de j'ai mon bar où on va avec mes potes et on y va tout le temps. Et plus c'est jeune, plus c'est le cas. À partir de 25-30 ans, ça s'équilibre et nos utilisateurs sont beaucoup plus équilibrés hommes-femmes. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de couples, par exemple, où c'est la femme utilise Mapster et le mec va juste consulter la carte de sa meuf. Donc, ce qui est assez marrant. Et donc, naturellement, quand on fait des tirages au sort, grosso modo, sur tous les dîners, là, on a fait quoi ? On a fait 5 dîners. Bordeaux, on a fait 2 fois Paris, 1 fois Bordeaux, 1 fois Lyon. Et en fait, on est grosso modo à 80% femmes, 20% hommes dans les tirages au sort de participants. Sauf que pour l'instant, on n'a pas eu de peau. Les seuls qui annulent quasiment au dernier moment, c'est des mecs. Et donc, du coup, on doit retirer au sort. Et bah, du coup, c'est les filles qui remplacent. Donc, voilà. Donc, on a fait un dîner à Paris où il y avait 2 mecs, un dîner où il n'y en avait pas, un dîner à Bordeaux où il y avait 2 mecs, et un dîner à Lyon où il n'y en avait pas. D'accord. C'est quoi le profil ? Vous arrivez à déterminer le profil des utilisateurs ? À peu près, très peu. Non, c'est très varié. C'est extrêmement varié. On peut dire, voilà, c'est du 20-45 ans, tu vois, ou 20-50 ans, plutôt urbain, plutôt CSP+, parce que du coup, c'est des gens qui sortent, tu vois, qui vont au resto ou qui voyagent. Donc, effectivement, on est plus iPhone que Android, mais c'est à peu près tout. Déjà, nous, on capte très, très peu de données de nos users.
on ne demande rien, on capte rien, donc c'est sûr qu'on a assez peu d'infos. Et en plus, on a cette particularité d'être utilisé par plein de gens différents pour des raisons différentes. Et donc, nous, on pense naturellement, bah voilà, les restos, les bars, les hôtels, mais il y en a plein qui vont mettre leur spot de surf, qui vont mettre leur spot de plongée, les lieux pour les champignons, qui vont l'utiliser de façon professionnelle, en mettant les clients, les fournisseurs. Donc, en fait, il y a tellement d'usages, j'allais dire détournés, mais c'est pas tant détourné parce qu'on a fait l'appli pour être complètement custom, mais il y a tellement d'usages possibles que du coup, on a aussi plein de personas qui utilisent l'appli de façon différente. Est-ce que vous avez eu des boîtes justement, des entreprises qui sont venues vous voir pour des, je sais pas, des demandes un peu particulières, un peu, ouais. Que ça soit des gens comme la SNCF, le rail allemand aussi, qui avait des demandes un peu bizarres, des grosses boîtes qui font du collab, on bosse avec des compagnies de aviation privée, tu vois, où les stewards se repassent leurs bonnes adresses, avec des conciergeries d'hôtels. Il y a énormément de cas différents avec du coup des demandes un peu spécifiques. Alors on évite, nous, on fait jamais de développement spécifique, donc ça on refuse toujours. Par contre, de temps en temps, certaines boîtes vont nous demander des trucs qu'on a plus ou moins en tête, où on se dit ça peut être utile pour tout le monde, et donc ouais, on va le faire. C'est pour certaines sociétés qu'on a rajouté la possibilité d'ajouter des lieux directement par les coordonnées GPS au lieu de l'ajouter par nom et adresse, ce qui était une demande un peu de geek de certaines boîtes très techniques. Et en fait, on se dit, ça peut aider plein de gens pour des points de balade, de rando, d'urbex, tout un tas de trucs comme ça. Voilà, il y a plein de cas comme ça. Tu vois, je te dis, le spot de surf, le spot de plongée, et où du coup, de se dire, j'ai pas d'adresse, j'ai pas de nom de lieu, donc avoir les coordonnées, ça peut être bien, ou juste de pouvoir appuyer sur la carte et de dire, c'est ce lieu-là que je veux enregistrer. Tout ça, c'est des idées qui ont été nourries notamment parce que des professionnels nous détournaient et du coup avaient des besoins particuliers. On va revenir sur ton parcours. Ouais. Alors, est-ce que tu as toujours voulu monter une boîte? C'était quelque chose, je sais pas, un rêve Je pense qu'au fond, oui. J'ai toujours été un peu geek. Tu vois, j'ai toujours lu les trucs. J'ai lu très tôt une bio de Bill Gates. Voilà, ça me faisait rêver. Ouais. Donc, ce côté tech m'attirait. Startup, peut-être pas trop au début. Je me sentais très éloigné de ce truc-là. Et puis très, très naturellement, de par les études co, je me suis retrouvé assez vite éloigné de ça. En me disant juste, c'est un hobby et c'est pas un projet de vie, tu vois, ce côté un peu geek tech et tout. Et ça me faisait rêver, mais j'osais pas, tout simplement. T'as un environnement familial? Est-ce qu'il y a des entrepreneurs dans ta famille? Ouais, mon père est devenu entrepreneur, effectivement, en milieu de carrière. Mais bizarrement, c'est pareil, je me suis pas dit, en le voyant faire, je me suis pas dit, tiens, il a raison, je vais faire pareil, tu vois. J'ai jamais osé me poser la question, je pense, quand j'étais gamin. Parce que j'ai eu ce truc de parcours scolaire très classique et très, tu sais, le truc grande école française, élite, machin et tout. Et donc, du coup, je me suis retrouvé un peu dans un rail. J'ai fait Polytechnique et ensuite HEC. Et à l'époque, il y avait encore peu d'entrepreneurs dans ces écoles-là. Donc, du coup, j'avais ce truc dont, voilà, tu pars ensuite dans une grosse boîte, dans le conseil, dans la finance, voilà. Vraiment, tu vois, le cliché. Et donc, je me posais pas trop la question. J'ai eu la chance, par contre, ça c'est vraiment, je pense, ma plus grande chance, c'est ma sœur qui m'avait qui m'avait introduit des gens qui montaient un cabinet de conseil. Donc plutôt que de rejoindre un cabinet de conseil, grosse structure et tout, tu vois, un truc qui roule, en fait, j'ai participé à la création d'une boîte. Alors c'était pas T'aurais une pas start-up. voulu rejoindre je sais pas, un BCG, un Accenture, Je me posais la question, j'ai jamais été assez fan, je l'ai trouvé un peu snob et même très snob. Et il y avait des trucs qui m'attiraient parce que c'était des très belles marques et je trouvais ça très cool et des belles écoles, mais j'étais pas 100% convaincu. Et là, rencontrer des gens qui avaient une humanité de dingue et qui voulaient faire un projet vraiment différent avec une belle histoire de boîte et tout. C'était de la finance, mais j'y connaissais rien et je les ai pas du tout rejoints pour la finance. Je les ai rejoints pour l'histoire de boîte. Ouais, donc vraiment le côté entrepreneurial qui t'attire Ouais, finalement. complètement. Ouais. Monter une nouvelle structure avec eux et entrepreneurial et humain. Ce truc de je monte une structure qui va être faite avec des gens qui sont bienveillants, qui ont une vision du partage, etc., qui était dingue, de l'apprentissage qui était incroyable. Et donc, du coup, c'est ça qui nous a fait rejoindre. Ouais. T'es vraiment aligné sur ces valeurs finalement. Complètement. Et du coup, j'ai fait ça pendant 7 ans. Et c'était extraordinaire. On est passé de 7 à 250 ou je sais plus combien en 7 ans. Ah ouais, donc c'était fabuleux, mais c'était pas une vraie start-up non plus. Et donc, quand j'en suis parti, c'est là où vraiment, tu vois, je me suis vraiment posé plein de questions en disant, OK, qu'est-ce que je fais? Je me voyais vraiment pas. En fait, il y avait ce truc de humainement et pour une boîte de salariat, c'était la boîte parfaite à mes yeux. Je m'imaginais pas salarié ailleurs. Je me disais, c'est juste pas possible, tu vois, parce que les mecs sont dingues, c'est bienveillant, il y a plein de challenges, c'est trop cool. Et je me disais, mais non, si je suis salarié, c'est chez eux. Et sinon, c'est que je suis plus salarié. Et donc, c'était un peu tu vois, ce choix-là. Et du coup, après, c'était un peu comme une évidence de dire, non, j'ai vraiment envie de changer de vie, de rencontrer peut-être plus de variété dans les gens que je rencontre aussi. Parce que c'est le problème du conseil, c'est que tu rencontres quand même toujours un peu les mêmes personnes. Et du coup, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat pour de vrai et dans l'entrepreneuriat
tech parce qu'en fait, c'était ma vraie passion sans le. Même si Tu t'en es rendu compte j'ai mis du après? temps à me l'avouer, mais c'était ma Ouais. vraie passion, quoi. Ouais. Parce que tu codais un peu quand même en Ouais, je side connais. project, Ouais, des non, trucs moi j'ai commencé à en dehors coder, du j'avais boulot? 10 ans, tu vois, mais c'était des tout petits trucs. J'ai même jamais vraiment fait de site web. C'est juste qu'après, Puis à l'époque, en on n'avait pas les finance. mêmes facilités, les mêmes Ouais, outils qu'aujourd'hui, hein, de oui, mais toute j'aurais façon, pu. Tu vois, il y ouais. avait des gens qui avaient fait des sites web bien avant, mais c'est tout qu'après, même en finance, du coup, après, j'ai fait, c'était dans les modèles Excel ou autres. Où là, je m'amusais à coder un peu, mais tu vois, je balbutiais, quoi. Et donc, c'était très, très, très loin de ce que je fais aujourd'hui. Mais ouais, j'ai toujours eu quand même ce truc tech qui m'attirait énormément. C'est quoi les ambitions de Mapster, là? Ah bah, Prochaines elle est ambitions? très, très simple. Moi, mon ambition, de toute façon, j'ai une ambition depuis le début et qui rejoint ce que je te disais tout à l'heure du fait qu'en 2023, on utilise encore les notes. C'est que moi, Mapster devrait être, enfin, Mapster ou un équivalent, parce qu'en fait, mon ambition, c'est aussi de démocratiser le marché. Mapster devrait être sur tous les téléphones de tout le monde. Que en 2023, on a une application pour gérer tous nos rendez-vous, on a une application pour gérer toutes nos photos, on a une application pour gérer tous nos emails, tous nos contacts. On n'a pas une application pour gérer toutes nos adresses. Enfin, nos grands-parents avaient des carnets d'adresses papier, on en est quasiment au même point en 2023. Alors oui, le carnet d'adresse, maintenant, on a une version de carnet d'adresse dans nos contacts, de nos téléphones, mais où il n'y a pas de carte. C'est tellement une aberration pour moi. Tu vois, on organise des rendez-vous, tous nos rendez-vous se passent dans des lieux. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas un truc pour enregistrer nos lieux? Enfin, c'est une aberration telle que, voilà, moi, mon ambition, c'est que tout le monde ait sur son téléphone une appli pour enregistrer et se partager des lieux. Ouais. Est-ce que revendre Mapster, c'est quelque chose que tu as déjà pensé? Oui, bien sûr. Ouais, ouais, mais toujours pareil, en fait, comme mon ambition, c'est que Mapster soit sur tous les téléphones. Mon ambition, c'est pas d'être riche. Donc la revente, pourquoi pas, si c'est pour donner des ressources à Mapster et pour que Mapster soit installé partout. J'ai pas d'ego trip à me dire je veux absolument avoir une part ou être le propriétaire de ma boîte, etc. etc. Évidemment que c'est cool et évidemment que c'est génial de faire exactement comme je veux. Maintenant, ce que je veux surtout, c'est avoir les ressources pour être installé sur tous les téléphones. Donc comment j'aurai ces ressources? Voilà, on est ouvert à J'étais pas mal de seul choses. Je suis fondateur, solo hein. fondateur. Ouais. C'est un choix. Ouais, c'est un choix. Pas vraiment pour les bonnes raisons, mais c'est un choix. Mais au tout début, j'y connaissais rien, moi, en startup. Et beaucoup de gens me conseillaient mal à ce moment-là. Et me disaient il faut que tu trouves des fondateurs avec des compétences différentes et tout. Et moi, dans mon entourage, il n'y en avait pas tant que ça, qui avaient des compétences différentes. Il y avait beaucoup de gens qui auraient aimé que je les emmène dans l'aventure entrepreneuriale parce qu'ils osaient pas trop, mais qui n'avaient pas particulièrement de compétences. Et du coup, bêtement, je leur ai dit non. Et alors qu'en fait, les compétences, c'est le truc qui me manque le moins parce que les compétences, tu peux les trouver en embauchant plein de gens. Et ce qui te manque au quotidien, c'est plutôt le ping-pong intellectuel, le soutien moral, le fait qu'on est deux à se taper dans le dos en disant allez, on y va. Tu vois, et quand toi, tu es en down, bah, y en a un autre qui est au top. Et donc ça, effectivement, je ne l'ai pas. Ouais, et ça a été très, très dur. J'ai la chance d'avoir une équipe maintenant qui est là depuis longtemps, d'une solidité absolument incroyable et d'un alignement extraordinaire. Et j'ai la prétention de croire qu'ils n'ont pas besoin de moi pour continuer. Tu les recrutes comment? Enfin, comment? Dans le sens, c'est quoi tes critères justement de... Ah, ça a changé au cours du temps. Mais non, le critère, je pense, c'est surtout l'alignement avec la boîte, justement, sur la vision, sur la compréhension du produit, sur comment il. C'est pour ça aussi que le fait qu'il soit utilisateur, c'est indispensable. C'est surtout ça le numéro un. Et après, c'est la compétence, évidemment, par rapport à leur métier. Mais moi, tu vois, petite anecdote, un entretien où la personne en face commence à me raconter son histoire et me dire, bah, tu vois, il y a 3 ans, je l'arrête immédiatement. Et c'est caricatural, c'est-à-dire que je ne connais aucun des diplômes de mon équipe, je connais à peine leur expérience d'avant. Et donc, c'est très souvent, quand on fait des dîners, ils me disent ah, je faisais ça avant. Moi, je débarque, je dis ah bon, tu faisais ça avant, trop cool. Ils me disent mais Seb, c'était sur mon CV. Et j'ai jamais lu leur CV. Et en fait, moi, ce que je veux savoir, c'est qui ils sont aujourd'hui, ce qu'ils savent faire aujourd'hui et ce qu'ils veulent faire demain. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait il y a 3 mois, il y a 6 mois, 1 an ou 3 ans, je m'en fous de savoir par quelle école ils sont passés et que dans leur entreprise précédente, ils faisaient ça. Ouais, super. On peut parler du vrai sujet là ou on se refait une bibliographie. Donc voilà. Donc moi je suis très comme ça et donc ce que je regarde aujourd'hui c'est ce qu'ils ont dans les tripes et ce qu'ils veulent qu'on construise ensemble. Bah justement, tu parlais, il y a des moments de down quand tu es entrepreneur, quand tu es solopreneur en plus. Comment tu arrives à prendre soin de toi justement, à déconnecter, tu ne déconnectes pas? Je suis pas sûr que j'y arrive. Non, il y a plein de trucs. Après, tu vois, on va tomber dans les clichés, tu vois. Mais moi, j'ai découvert la méditation il y a maintenant pas mal de temps, ce qui m'a beaucoup aidé. Donc tout ce côté, qu'on met dans cette étiquette de spiritualité, qui te permet de prendre beaucoup de recul, mine de rien, et de prendre de relativer beaucoup. En fait, c'est redécouvrir les anciennes philosophies, hein, le stoïcisme et compagnie et compagnie. Mais on va pas rentrer là-dedans, on en aurait pour 4 heures. Tout ça, c'est des sujets où tu te rends compte qu'en fait, finalement, tout ce qui nous arrive, c'est quand même pas très important, et que
Au quotidien, tu vois, le moment présent, c'est quand même ça le seul truc qui compte. Et que ouais, peut-être que on a des grosses emmerdes juste à côté, mais là au quotidien, je suis en train potentiellement de boire un bon café, en train de discuter avec des gens qui m'intéressent, en train de passer un bon moment. Et bah ouais, peut-être qu'il y a des emmerdes derrière, mais c'est pas grave, quoi. Là, en tout cas, maintenant, tout de suite, je suis en train de passer un bon moment. Et donc du coup, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul. Ça peut mettre du temps, puis il y a même des gens Bien qui n'y sûr. arrivent Ah jamais, non, tu mais bien vois? sûr, non, mais C'est vraiment je dis un pas que ça a gros été «travail» facile. entre guillemets, Ouais, quoi, mais hein. ça a été un travail que Ouais. j'ai fait. Un jour, j'ai découvert que Mapster, c'était moi, au sens que les qualités de Mapster, c'était les miennes et que les défauts de Mapster, c'était les miennes. Mais au début, le produit Mapster était un produit qui était très technique, j'allais dire très bien fait, très pro, mais très timide. On a été beaucoup trop loin sur la vie privée. Donc c'était vraiment même une galère pour ajouter des amis et tout, parce qu'on voulait vraiment tellement protéger l'utilisateur qu'on a été beaucoup trop loin. On parlait pas, d'ailleurs on parle toujours assez peu dans la presse ou autre, parce que moi j'ai ce passé de timide où je parlais pas. Toute cette démarche de apprentissage personnel, ça a été aussi motivé parce qu'à un moment donné, si je veux que Mapster fonctionne, il va falloir que moi j'aille parler à des gens, quoi. Et du coup, cette spiritualité, cette ouverture, ça m'a beaucoup apporté pour justement casser toutes ces barrières, m'ouvrir à l'autre et ouvrir Mapster aux autres. Donc c'était très très parallèle. Donc c'est pour ça que je dis, puis les galères de Mapster m'ont aidé aussi justement là-dessus. Cet apprentissage, il a été long, mais il a été game changer. Et puis après, pour revenir sur ta question sur comment on fait pour décompresser et tout, le fait d'être remote et le fait d'avoir confiance dans l'équipe à ce niveau-là, et le fait d'avoir une application qui me ressemble, fait que moi, je peux vivre ce métier de façon extraordinaire. C'est-à-dire que juste avant qu'on se voit là, ce matin, j'étais chez Moxa, juste à côté, à prendre un petit café, parce que moi, je suis devenu complètement fan de café. J'adore les très bons cafés. Et donc, ça fait partie de mes bonheurs d'aller bosser dans un café. Je me mets avec mon ordi en terrasse, je bois un bon café, je discute avec des gens. Du coup, maintenant, je connais les différents baristas et on discute vraiment, on partage. Après, je vais dans des restos et pareil, bah, du coup, moi, j'adore manger tout seul dans un resto. Je vais me mettre au bar et je discute avec eux. C'est juste des moments de bonheur permanent. Ouais. Et après, je rencontre mes utilisateurs. Tu vois, on va faire des conférences, je rencontre d'autres entrepreneurs. Hier, on a rencontré Karima, la CEO de Happen, personne extraordinaire. Et en fait, mon métier, même s'il est très dur, il est fait de tellement de moments de bonheur que c'est extraordinaire. Est-ce que tu prends des vacances? Pas beaucoup de vraies vacances. Non, mais tu vois, moi, je suis nomade, donc d'une certaine manière, je peux aller bosser une semaine aux Baléares. Ouais. Ça Bosser pourrait et être puis vu, faire du temps, et donc ça pourrait être ouais. vu comme des vacances, mais sauf qu'en fait, je vais bosser avec mon ordi ou mon téléphone en permanence. Donc des vraies vacances, j'en prends très peu. J'essaye d'en prendre un peu plus parce que justement, c'est salvateur et que on a tellement de sujets que je bosse beaucoup trop, donc d'autant juste pour le côté physique pur, j'ai besoin de temps en temps de me reposer. Ouais. Donc j'essaye, et même parfois l'équipe me pousse à en prendre. Mais c'est vrai que non, j'ai du mal à couper complètement, ne serait-ce que parce que comme c'est moi qui fais le support, tu vois, je fais aussi les réponses, et moi ça me stresse quand j'ai un utilisateur ou à qui j'ai pas répondu depuis 4 jours, ça me met en stress, alors que c'est rien, 4 jours. Mais en moyenne, on répond plutôt en moins de 24 heures. Enfin, je réponds plutôt en moins de 24 heures. Mais du coup, ouais, j'ai un poil du mal à déconnecter à ce niveau-là. Ouais. Et tu fais du sport? D'autres moyens de assez. décompression? Ouais. Pas assez. Pas Non, assez? ouais, non, bah, pas assez, pas assez Ok. clairement. Non, j'en fais, mais en fait, j'en fais partout, sauf à Paris. J'ai beaucoup de mal à en faire quand je suis à Paris. Dès que je suis ailleurs, il n'y a aucun problème, parce que je peux aller courir, faire du surf, faire du ski, tout un tas de trucs. Mais à Paris, vraiment, j'y arrive pas, quoi. C'est une ville qui, pour moi, m'inspire tellement pas au sport. Courir sur le béton dans les pots d'échappement, j'ai du mal. Aller faire du yoga en sous-sol sans fenêtre, j'ai du mal. Faire du surf sur la Seine, je m'y vois pas trop. Donc ouais, non, j'ai un peu plus de mal à Paris. C'est aussi pour ça que j'aime bien bouger. Ouais. Y Tu aller dans dois vivre différents ailleurs endroits. un peu? Ou t'as peut-être vécu C'est l'inverse. depuis Master? C'est l'inverse, c'est que je me vois pas vivre quelque part. J'aime tellement aller d'un endroit à l'autre, bouger d'une ville à l'autre, rencontrer des restos, des gens et tout, que me poser quelque part très sérieusement en me disant ça c'est ma compliqué. ville. Ouais. J'ai vachement du mal à me projeter. T'as toujours été parisien ou... Jamais vraiment parisien. Moi, j'ai grandi en banlieue et il y a aussi beaucoup à la montagne. Et puis après, j'ai quand même commencé à bosser complètement à Paris. Mais justement, Paris représente aussi tout ce truc de répétitif, un peu cloisonné, où quand on est à Paris, on imagine qu'il n'y a que Paris et que tu peux pas bosser ailleurs parce qu'en fait, qu'ailleurs, il n'y a pas de boulot quasiment. Tu vois, je caricature, mais c'est un peu ça. Alors que, bah non, tu peux bosser de partout et que même dans la tech, tu as une scène tech à Bordeaux, à Lyon, à Marseille, à en Grenoble, Europe, partout. Mais bien sûr, Berlin, Lisbonne, à Barcelone. voilà, Tu vois. ouais. Et tu te dis, limite, j'adore Paris et je trouve que Paris est magnifique pour plein de raisons. Mais tu te dis, tu vois, truc con, hein, mais
quand tu as le choix, pourquoi aller monter une boîte dans un endroit où tu es loin de la mer ou loin de la montagne pour aller skier? Tu me dis, vu que tu as le choix et vu qu'il y a à peu près les mêmes infrastructures de partout, c'est quoi le délire d'aller se mettre à Paris? Alors oui, il y a plus d'investisseurs, il y a plus de machin. Bon, ok, 2 heures de train, t'y es. Enfin, donc en fait... Mais tous les fondateurs ne fonctionnent pas comme ça. Non, Enfin, tu vois, je sais, il y en a qui disent moi, je veux que mes équipes elles soient dans notre bureau, dans tel quartier, parce que c'est... Voilà. Mais ça, c'est ce débat du remote par remote. C'est ça. Mais y a un super bouquin qui a été écrit par les fondateurs de Basecamp. Là-bas, c'est 37 Signals. Ils ont fait plein de bouquins de ouf. Et ils en ont fait un. Ils ont fait le bouquin Remote qui est extraordinaire. Et ils ont ce truc, à un moment donné, je sais pas si tu te souviens, moi, ça m'a fait un flash quand ils l'ont dit. Ils disent en fait, toutes les boîtes font déjà du remote sans le savoir, mais pas avec les bonnes personnes. Et tes employés sont les gens que tu connais le mieux. Et en théorie, tu les payes au moins le mois, donc tu devrais leur faire confiance. Et tu veux pas qu'ils soient en remote. Ton avocat, ton comptable, machin, eux, tu les connais pas, et pourtant, eux, ils sont en remote, et tu acceptes de les payer. Et tu acceptes de les payer vachement plus cher que tes employés. Et ils sont en remote. Pour toi, parce qu'ils sont pas dans tes bureaux, tu vois pas comment ils travaillent, et pourtant, tu les payes. Et pour moi, c'était un flash de dingue de dire, bah c'est vrai, ton avocat, il est pas dans tes bureaux, et tu lui fais confiance. Et ton employé que tu as choisi encore plus attentivement, t'es pas foutu de lui faire confiance quand il est pas chez toi? C'est quoi le délire? Donc, qu'il y ait des besoins de se voir pour plein de sujets, évidemment, mais il y a plein de manières de compenser. Ouais, nous on fait des off-site toutes les 8 semaines et c'est une semaine entière, donc c'est très intense et on se voit très souvent et en plus sinon on se parle tout le temps, tous les jours là. Donc on sort d'une grande conf call de 2 heures avec mon équipe, donc on se parle tout le temps, mais j'ai pas besoin de les surveiller, et j'ai pas besoin qu'on soit tout le temps dans le même bureau, voilà. Et en plus moi comme je peux bouger, bah du coup dès que j'ai besoin d'aller en voir certains sur un sujet parce qu'on n'arrive pas bien en oral et on a vraiment besoin de bosser ensemble côte à côte, bon bah je monte dans un train et puis je vais les voir. Ouais. Alors quels sont tes drivers, Sébastien? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? C'est ce kiff de rencontrer des gens, d'aller dans les lieux nouveaux, d'aller découvrir un nouveau café. Découvrir. Mais ouais, c'est ça. En fait, c'est dès que je fais un nouveau truc, enfin même pas un nouveau truc, dès que je fais un truc en fait. Tu vois, ça peut être faire, comme je disais, du surf, du ski, aller courir sur la plage, rencontrer des gens, aller boire un bon café. En fait, je vais te sortir un espèce de cliché à la con, hein, mais vivre me rend heureux. Et donc moi, ce qui me fait lever le matin, c'est ça. Et il y a rien de pire pour moi, limite, c'est que de rester enfermé à l'intérieur, tu vois. Non, moi, donc le confinement, ça devait être très compliqué pour toi? Non, pas du tout, parce qu'en fait, déjà, j'ai beaucoup bougé pendant le confinement. Et du coup, bah non, j'allais dehors, et puis j'ai fait une partie à côté de la plage et tout. Donc, non, là où c'était compliqué le confinement, c'est ce truc de tu vois pas les gens et tu veux pas aller au resto. Et donc ça, oui. Donc moi, j'avais la chance, comme je suis fan de café, j'avais un café chez moi. Donc je me suis monté mon propre café, et donc voilà, je me suis fait mon truc. Mais oui, non, le côté confinement, pour moi, ce qui a été très dur, c'est ça, c'est de dire, moi, ce que j'aime, c'est faire des grosses tablées à 6, 8, et puis tu refais le monde, ou rencontrer des gens nouveaux en permanence. Bon, bah là, c'était plus dur, quoi. Et moi, je suis pas un grand fan des visioconférences. Donc du coup, ouais, ça, c'était dur. Ouais. T'as repris un peu les voyages? Ouais. En Europe. J'ai pas du tout refait, je suis pas ressorti d'Europe, et ça me manque un peu parfois. Mais non, par contre, j'ai refait pas mal d'Europe, plus de côté un peu road trip, tu vois, ou train. C'est vrai que j'ai pas repris beaucoup l'avion pour l'instant. Mais ouais, non, ça me manque un peu de bouger quand même un peu. Mais en fait, c'est aussi le truc, c'est que tu te rends compte qu'il y a tellement de trucs géniaux en France. Et moi, il y a encore tellement de parties de la France que j'ai pas encore visité, que je me dis c'est juste trop dommage. Il y a des coins magnifiques en France, et j'ai des adresses de dingue dans Mapster. Donc, oui. Il faut que j'aille les voir. Ok, génial. Bah, écoute, merci Sébastien. Alors, Mapster, vous êtes sur les réseaux sociaux? Vous êtes sur Instagram? Ouais, vaut mieux pas le dire, parce qu'on est très mauvais là-dessus. Okay. Mais, non, sur quel réseau? Bah, sur Mapster. Mais non, alors on est présent sur LinkedIn, effectivement, et c'est là où on va le plus communiquer, on va dire, et parler. On est évidemment présent sur Insta, et je crois qu'on a un compte TikTok, mais je suis même pas sûr. Mais non, c'est plus Insta à la rigueur, effectivement, notre réseau copain, on va dire, ça va être Instagram. Et puis après, bah, c'est Mapster. Mapster, tout simplement, ouais. Ok. Bah, merci beaucoup, Sébastien. Et ben merci à toi, Simonie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Connecting Leaders. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute, ou en le partageant autour de vous, ou encore en laissant un commentaire sur Apple Podcasts. Merci et à très vite.